Bonjour à tous et bienvenue à bord de Latitude 91 Mieux Vivre du mercredi soir. L'année 2009 a été déclarée année mondiale de l'astronomie par l'UNESCO. C'est un voyage bien ancré sur notre territoire essonien, mais la tête dans les étoiles que je vous propose aujourd'hui. Une véritable machine à remonter le temps a été mise en orbite par les Européens en 14 mai dernier. Le satellite Planck a été lancé depuis la base de Kourou en Guyane et sa mission est vertigineuse puisqu'il s'agit en quelque sorte de remonter aux origines de l'univers. Alors un projet immense, orchestré en Europe par l'Agence spatiale européenne, en France le CNES également et l'Institut d'astrophysique spatiale. Nous y sommes aujourd'hui. On va retrouver un astrophysicien, Hervé Doll, qui va être en quelque sorte le fil conducteur de cette émission. Voilà, donc on se retrouve dans le bureau d'Hervé. Hervé, bonjour. Merci de nous ouvrir les portes de votre bureau et de l'IAS. Alors on va, si vous voulez bien, parce qu'on vous a déjà vu à Téléson, revoir un petit film, un petit reportage qu'on avait fait il y a 6 mois exactement. C'était au moment du lancement de Planck depuis la base de Kourou. Voilà, on voit sur ces images-là, on était venu filmer. Et il y avait énormément d'appréhension à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. À 15h12, à Kourou, Ariane s'élançait en emportant 2 satellites. Ce travail étant la concrétisation d'une collaboration entre l'Agence spatiale européenne, le CNES et l'IAS d'Orsay. Le soulagement. Le soulagement, là, le soulagement sur les visages, c'était un grand moment, j'imagine. Le soulagement, c'était un grand moment parce que derrière, il y a 15 ans de travail par des centaines de personnes. Moi, je suis arrivé que très tard dans le projet. Mais moi, par exemple, j'étais encore sur les bancs de l'université quand le projet a commencé et été accepté par l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est vraiment des centaines de personnes, une quinzaine d'années. Et quand le lancement est réussi, c'est quelque part un aboutissement. Et puis, c'est du tout ou rien. Si ça ne marche pas, c'est terminé. Alors, un travail vraiment collectif. Tous les pays, beaucoup de pays ont participé. Oui. L'Europe, la France et en France, le CNES et l'IAS qui a joué un rôle clé. Oui, l'IAS est maître d'œuvre de l'instrument HFI, qui est la partie principale, le détecteur, ce qui détecte la lumière et qui nous permettra de faire de la science. Mais il faut être honnête, l'IAS n'est pas tout. Il y a beaucoup d'instituts en France, en Europe, un petit peu aux États-Unis, qui ont contribué à la construction de l'instrument et puis qui contribuent au traitement des données. C'est vraiment un aspect collaboratif comme ça se fait dans la science actuellement. Donc l'IAS, finalement, était le maître d'œuvre, celui qui recevait les pièces, qui mettait tout, qui faisait l'intégration, c'est-à-dire le montage final et puis les tests qui ont eu lieu ici à la station d'étalonnage. Alors, on l'a dit, donc ce satellite va permettre d'avoir porté un regard vers l'aube des temps, en quelque sorte. Il a été envoyé loin, très loin, à peu près. Il a été envoyé assez loin. Il est envoyé à 1 500 000 km de la Terre. Pour donner une idée, c'est à peu près 4 fois la distance Terre-Lune. D'habitude, les satellites restent en orbite à quelques centaines de kilomètres. Parfois, les satellites géostationnaires sont à 36 000 km. Nous, on est à 1 500 000 km. On est très très loin parce qu'il faut qu'on soit loin de la Terre, de la Lune et qu'on ait le Soleil toujours dans le dos du satellite. Parce que Planck observe l'univers froid. Il observe la première lumière de l'univers, la première lueur, qui est très très froide, correspond à une température à peu près de moins 270 degrés Celsius. Les premiers résultats de Planck sont arrivés. On les a obtenus il y a quelques temps. Voici la première observation, les 2 premières semaines d'observation de Planck, représentées sur la totalité du ciel. C'est comme une map monde ici, c'est la totalité du ciel avec les étoiles derrière et la galaxie, en noir et blanc dans le domaine visible. Et ce qu'observe Planck, c'est cette bande colorée. Et les petites couleurs ici représentent les infimes variations de température de ce rayonnement cosmologique. Alors c'est quoi ce rayonnement cosmologique ? C'est un rayonnement très froid qui baigne l'univers. L'univers, finalement, c'est comme un frigo. C'est un univers qui s'expand. Et comme dans un frigo ou une bombe de chantilly, quand vous appuyez sur la chantilly, la bonbonne devient froide, l'univers, c'est pareil. L'univers devient froid quand il s'expand. Et en devenant froid, le rayonnement qui a été émis au moment du Big Bang, lui aussi, se refroidit. Donc, il y a très longtemps, il était très très chaud. Mais maintenant, aujourd'hui, on l'observe à une température de moins 270 degrés Celsius. Et c'est très important d'observer ce rayonnement parce que c'est lui qui nous raconte l'histoire de l'univers. C'est un témoignage de l'univers quand il était très jeune. Pour observer le fond cosmologique, le satellite Planck que voici est envoyé donc dans l'espace. Et on va faire un petit zoom là. La lumière du fond cosmologique arrive sur le télescope ici. Elle est renvoyée sur le deuxième miroir et arrive dans cette partie jaune, qui est en fait dorée, là où se trouve la pièce essentielle qui est le plan focal, HFI, le High Frequency Instrument, qui a été assemblé ici et testé ici. Et on va voir tout de suite au bureau d'études, dans la salle blanche et à la station d'étalonnage, comment cet instrument a été conçu et fabriqué et testé. Ensuite, Planck tourne à 1 tour par minute pour pouvoir
observer en 6 mois la totalité du ciel. Donc voilà la petite animation qui montre cette stratégie d'observation, on appelle ça, parce qu'on n'observe pas n'importe comment, c'était mûrement réfléchi pendant des mois. Et là, c'est accéléré, mais maintenant on est à peu près à 60% ou 70% de couverture du ciel. Et au mois de mars, on aura notre premier relevé complet du ciel. Ok, donc là on va dans le bureau d'études rejoindre Antoine. Ici, dans le bureau d'études de l'IS, à l'aide d'un logiciel 3D, il nous a permis de concevoir du design jusqu'à la réalisation de l'instrument HFI. Nous avons donc, grâce à ce logiciel, pu vérifier tout ce qui était interférence avec nos partenaires et voir si tout se montait correctement, comme on peut voir sur la CAO. Ça nous a permis aussi, après la lecture des données, de vérifier que, en fonction de la position de certains détecteurs, ça correspondait aux données des résultats. Maintenant, on va aller voir l'étape suivante, qui est dans la salle d'intégration, de voir comment s'est réalisé tout le montage, l'assemblage de cet ensemble. Voilà, changement de décor, changement de lieu et changement d'habit aussi, comme vous pouvez le constater. Nous sommes ici dans la salle des intégrations, là où ont lieu les premiers assemblages des pièces de vol et notamment on va pouvoir enfin découvrir le fameux plan focal HFI dont on a déjà beaucoup parlé. Alors voilà Maryse, on est justement devant le fameux plan focal HFI dont on a parlé, cette pièce essentielle du satellite. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors effectivement, vous avez ici le modèle de qualification du plan focal qui est identique au modèle de vol qui est actuellement en vol. Il a subi par contre un certain nombre de tests un petit peu difficiles puisqu'il est chargé de montrer qu'on est capable de lancer l'instrument et qu'il fonctionne. Ça veut dire qu'on lui fait subir des vibrations pour vérifier qu'il supporte le lancement, on vérifie qu'il fonctionne sous vide, qu'il fonctionne à froid et enfin on l'étalonne pour vérifier qu'on a bien ce qu'on voulait avoir et les performances attendues. Alors quand on parle de froid, on parle vraiment de froid là. Alors, on parle vraiment de froid parce que dans nos températures, on parle du zéro absolu qui est à moins 273 degrés, et donc cette boîte que vous voyez ici est à peu près 4 degrés au-dessus du zéro absolu, 4 degrés Celsius. On a un étage intermédiaire puisque c'est conçu comme des poupées gigognes. On a une poupée à l'intérieur qui est à 1,6 degré à peu près au-dessus du zéro absolu. Et enfin, on a la platine des détecteurs qui, elle, est à 1/10 de degré au-dessus du zéro absolu. Et ça, c'est une grande première, aussi bien technologique que scientifique, parce que c'est la première fois qu'on arrive à envoyer dans l'espace des détecteurs aussi froids. Et le défi était d'avoir une mission la plus longue possible pour que les scientifiques puissent acquérir suffisamment de données. Normalement, on devrait fonctionner un petit peu plus de 2 ans. Alors qu'est-ce qu'on voit là devant? Alors ici, donc, vous avez la partie de ce qu'on appelle les cornets qui reçoivent la lumière issue du télescope. Du satellite et donc ce cornet, la lumière arrive ici sur cette platine intermédiaire, c'est le haut de la poupée dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, voici la platine, le chef-d'œuvre si on peut dire, tout est un chef-d'œuvre mais celle-ci particulièrement, c'est la platine avec ses 52 bolomètres et puis elle a 6 ou 8 thermomètres dessus, mais l'ensemble du plan focal renferme 24 thermomètres qui nous permettent de vérifier que la manip fonctionne bien et qu'on a bien ce qu'on attend et que les données qui arrivent chez les scientifiques sont en bon état. Pour arriver à avoir ces températures froides, on a soit des systèmes rigides qui permettent de maintenir physiquement la structure, mais quand ce n'est pas nécessaire, on utilise ce que vous voyez ici, c'est un peu comme une couverture de survie hyper sophistiquée qui nous permet de garder toute cette zone-là très froide et d'éviter les pertes thermiques. Ici, vous avez un harnais qui représente toutes les connexions nécessaires au bolomètre, ça représente à peu près 228 connexions pour 52 détecteurs.
Alors ici, c'était donc, comme on l'a dit, la salle d'intégration. L'étape suivante, quelle est-elle, Maryse? Alors l'étape suivante, c'est les tests et l'étalonnage. Les tests parce qu'il faut vérifier que l'instrument répond bien à ce qu'on nous a demandé, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme on veut. Et puis l'étalonnage parce qu'il faut savoir ce que donnent les détecteurs. Et à ce moment-là, comme on ne peut pas avoir le satellite sous la main pour faire ces étalonnages, la station d'étalonnage a été obligée de recréer l'environnement du satellite pour pouvoir faire tous ces tests. C'est ce que vous verrez à la station. Alors justement, Maryse, on va retrouver tout de suite la station, cette fameuse station d'étalonnage qui est à quelques minutes d'ici. On va retrouver André Chardin. Voilà, ici je vais vous montrer la salle d'étalonnage qui a servi donc à l'instrument HFI. Donc ici on était en charge de reproduire les conditions de l'espace, clairement température principalement, humidité, conditions aussi électrostatiques, conditions de température et également toutes les variations qu'on va faire subir à l'instrument, en particulier sur les sources lumineuses que vont recevoir les détecteurs. Ça permettra d'avoir une connaissance au sol avant le lancement de l'instrument HFI, comment il peut répondre, avec derrière ça des données informatiques, scientifiques, qui vont servir pendant le vol à pouvoir recaler les modèles ou comparer toutes les datas qu'on reçoit de l'instrument. Cette salle, elle est composée, elle est encore d'une classe de propreté encore plus propre. On a à l'intérieur tous les systèmes qui permettent de faire le froid, le vide et le setup optique qui va permettre d'envoyer des sources lumineuses sur l'instrument. Vous voyez ici juste en cuivre, c'est la plaque de base sur laquelle est posé l'instrument HFI qui elle refroidit à moins 271 degrés. Donc on est au 3e étage de l'IAS à Orsay, on est dans le centre IDOC, IAS Data and Operation Center, où toutes les données spatiales arrivent et sont analysées. Par exemple ici on a le Soleil quasiment en direct, qui est observé depuis le satellite SO, à 1 500 000 km de la Terre. Les données arrivent ici en direct, sont traitées, archivées et affichées. On ne reçoit pas que les données solaires, on reçoit aussi les données qui proviennent de la planète Mars. Et nous avons ici la salle où les données arrivent en direct de la sonde Mars Express, dont une partie a été fabriquée ici à Orsay. Il y a une autre salle qui est réservée aux activités de sciences solaires. Il y a plusieurs satellites qui sont en opération, notamment stéréo. Ici, c'est le centre MEDOC, centre d'opération solaire. Et puis maintenant, on va rentrer dans la salle Planck, qui est le sacro-saint des opérations de ces satellites, puisque tous les soirs, nous recevons les données en direct depuis le satellite, qui se trouve à 4 fois la distance Terre-Lune. Et les horaires sont très précis. Donc là, ce soir, ça commence à 18h08. Et je vais rentrer pour retrouver mes collègues et recevoir les données en direct. Donc il y a une carte spéciale. Nous sommes dans la salle Planck, où les données vont arriver d'ici quelques instants. Mes collègues sont déjà là. Brendan de JPL, Mathieu de l'APC et Chris de Cardiff. Donc voici le calendrier des DTCP, c'est la Daily Telecommand Period, c'est le moment où les données arrivent en direct tous les soirs à Orsay. Alors aujourd'hui on est le 9 novembre, les données arrivent à 18h08 et finiront à 21h08, c'est en temps universel. Donc on a un planning pour toute l'année et on a ce genre de contrainte qui est quand même agréable de recevoir les données pendant chaque jour de fonctionnement du satellite qui va durer au moins 2 ans. Yes, it starts. Okay, it starts. So. Okay. In millimeters, in micrometers. Micrometer, right? Okay, that looks reasonable. Yeah. Which the getter temperatures are? The getter is I don't know. I think the last time we checked it was about 350, but something at 0K. So, what do you think? Maybe it heats up while the telemetry is on? I don't know. Perhaps it's a general trend. Tout est OK pour ce soir, tous les écrans sont verts, voilà, ils vérifient quelques chiffres pour être sûr, quand même, on regarde les détails, mais tout est bon et c'est comme ça depuis quelques mois et on espère que c'est parti pour 2 ans encore de bonnes données comme ça.
quand on prend un peu de recul, ça donne vraiment le vertige, parce que là, on a des données qui tombent en direct d'un satellite qui est à 1 500 000 km, c'est-à-dire 4 fois la distance Terre-Lune. La lumière met à peu près 4 secondes à nous parvenir. Les données arrivent en Espagne, sont envoyées en Allemagne et arrivent directement ici. On est les premiers à voir vraiment les données de science, parce qu'en Allemagne, ils vérifient que le satellite fonctionne bien, ce qui est aussi important, mais nous, on vérifie que HFI fonctionne vraiment bien, et on est les premiers à les voir. Et ensuite, les données sont dispatchées dans toute l'Europe, dans tous les centres européens qui participent à Planck. Donc quelque part ça donne un peu le vertige parce que là tout marche bien, tout a l'air simple et tout, mais on sait qu'il y a une quinzaine d'années d'efforts derrière nous. Bien, nous voici quelques jours plus tard dans cette salle des données scientifiques. On a vu un petit peu plus en amont du reportage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer en quelque sorte le chef d'orchestre de toute cette grande équipe qui gravite donc à l'IAS autour du projet Planck. Jean-Louis Puget, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là avec nous parce que je sais que vous avez un timing très serré. Alors, après tout ce qu'on a vu dans cette émission, ce qui nous intéresse avec vous maintenant, c'est une question toute simple finalement, c'est de se dire mais tout ça, ce défi de technologie énorme, pourquoi finalement? Ce satellite, c'est un satellite qui va observer la radiation qui reste du Big Bang. Et donc, évidemment, les questions qu'on se pose, c'est des questions qui sont relatives au développement de l'univers, au tout début, et puis comment l'univers a évolué, donc ce qu'on appelle traditionnellement le Big Bang. Alors pourquoi on va apprendre des choses complètement nouvelles? En fait, la radiation du Big Bang, elle a été découverte il y a fort longtemps, en 1965, elle a été prédite en fait, même bien avant d'être découverte. Et on sait maintenant que cette radiation, qui nous vient depuis très très tôt dans l'univers, transporte effectivement une information considérable sur qu'est-ce qui s'est passé au tout début, et donc comment l'univers s'est développé, et surtout comment toutes les structures sont apparues. Une des grandes questions, c'est comment les galaxies, les étoiles, les galaxies derrière qui sont rassemblées en amas de galaxies, toutes ces structures se sont formées. Donc tout ça, ça remonte au tout début, et donc c'est là qu'on va voir. Alors les grandes questions qu'on peut se poser dans la cosmologie, c'est quoi? C'est qu'effectivement, une grande partie du contenu de l'univers est d'une nature physique qui n'est pas connue. Il y a quelque chose qu'on appelle sous le nom d'énergie noire, qui est une partie qui permet à l'univers de réaccélérer aujourd'hui, alors qu'on s'attendrait plutôt à ce que sous l'effet de son propre poids, il ralentisse, l'expansion de l'univers s'accélère. Donc ça, c'est quelque chose de bizarre, qui est bien observé, mais on ne connaît pas la nature physique. Quand on regarde le tout début de l'univers, on a besoin d'une phase qui est une forme d'énergie du même type, pour fabriquer ce qu'on appelle l'inflation, qui est une phase d'expansion très brutale au départ, qui permet d'expliquer beaucoup de choses. Donc on va aller chercher une signature de ça. Alors, les scientifiques, quand il y a une théorie, ce qu'ils cherchent, c'est à trouver une observation qui permet de la vérifier. Et effectivement, avec Planck, on observe entre autres la polarisation du rayonnement cosmologique qui vient du Big Bang, et c'est là qui est une des signatures, pas la seule, mais une des signatures clés de savoir si cette phase a existé. Donc on cherche à aller détecter au tout début de l'univers quelque chose qui est de même nature que cette énergie noire dont la nature est inconnue. Et les cosmologistes ont un avantage considérable sur les archéologues ou les historiens, c'est que quand on regarde loin, on regarde automatiquement quelque chose qui s'est passé longtemps dans le passé. Et on peut aller regarder jusqu'au Big Bang. Donc ça, c'est un outil extraordinaire. En même temps, il faut trouver la bonne observation, effectivement, pour extraire l'information. Mais ça va être, effectivement, de faire remonter encore plus loin un démarrage très très tôt, ce qui a permis finalement de construire tout ce qu'on observe aujourd'hui. Donc c'est une question philosophique essentielle qui est posée depuis l'Antiquité ou depuis la Renaissance. Une surprise très agréable, c'est que dans un système aussi compliqué, les données sont d'une très grande qualité, c'est-à-dire qu'on a peu d'effets non compris. Alors, ça nous donne l'espoir d'aller assez vite et de sortir un certain nombre de résultats, peut-être pas les résultats sur l'univers primordial, mais un certain nombre de résultats, puisqu'on observe des longueurs d'onde qui n'ont jamais été observées sur le ciel, et donc sur l'observation de la Voie lactée, de la formation des étoiles et des choses comme ça, on va sortir probablement un certain nombre de résultats nettement plus vite, milieu d'année prochaine probablement. Bien, Jean-Louis Puget, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc c'est la fin de cette édition, un résumé 14 milliards d'années en une vingtaine de minutes. Ça aussi, c'est une forme de défi technologique qu'on a tenté de relever ce soir. Merci, à bientôt, bonsoir.